Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Je suis Eugénie Collin, directrice marketing chez Workello. Je suis ravie d'animer ce webinaire sur comment automatiser l'onboarding sans sacrifier l'humain. Alors pour aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans l'onglet questions. Dans l'onglet questions, vous pouvez aussi voter sur les questions qui vous intéressent le plus et on les prendra au cours du webinaire. Et n'hésitez pas aussi à interagir dans le chat tout au long des échanges. Le replay du webinaire vous sera envoyé après l'événement. Et alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 invités, Quentin, Alexandre et Adrien. Alors je vous laisse vous présenter. Quentin, je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc moi je suis Quentin, un des deux fondateurs de Resilient, et j'occupe surtout en fait la responsabilité de gestionnaire des opérations chez Resilient. Resilient c'est une boîte d'IT, si certains nous connaissent, et donc la responsabilité des opérations, c'est gérer à la fois les flux logistiques, logiciels, et puis l'account management. Voilà. Alexandre, je te laisse enchaîner. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Alexandre Fatimi. Je suis chez Lucas depuis quelques années, maintenant 5 ans, et je suis responsable de la partie Ops côté RH, qui inclut notamment la gestion de l'arrivée des collaborateurs, pré-onboarding, onboarding. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous Lucas en fait on est un éditeur de logiciels SIRH en SaaS, donc voilà. Euh, Adrien, pour Ouais. finir. Bonjour à toutes et à tous, du coup Adrien Poinat de mon côté. De mon côté, je suis chez Workello depuis maintenant 4 ans et demi. Je suis en charge de la partie commerciale du coup dans l'entreprise. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas également, Workello, on est l'outil simple et clé en main qui permet de gérer l'onboarding et l'offboarding des collaborateurs, donc dédié à la fois pour gérer ces deux sujets. Et donc particulièrement l'onboarding qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Super, merci à vous 3. Alors, au programme aujourd'hui, voilà les sujets sur lesquels on va échanger. Donc, on va d'abord parler des enjeux d'un bon onboarding. On va ensuite discuter pour vous donner des clés sur comment automatiser l'onboarding pour gagner du temps, comment bien impliquer les parties prenantes pour un onboarding réussi. Et ensuite, on vous donnera des conseils pour mettre l'humain et l'expérience au centre du processus d'onboarding. Et on prendra donc vos questions à la fin. Néanmoins, si vous avez des questions qui arrivent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser aussi pendant l'échange. Très bien, écoutez, c'est parti, on commence. Donc, dans un premier temps, pourquoi le processus d'onboarding se doit d'être méthodique et optimal? Donc, on va échanger dans un premier temps et prendre un peu de recul sur l'onboarding et ses enjeux. Donc, quels sont les grands enjeux au niveau de l'onboarding? Et si on commence par la partie pré-boarding, quels sont les principaux enjeux, notamment ceux liés au no-show? Adrien? Ouais. Le pré-boarding, déjà, c'est la phase qui fait partie de l'intégration, qui est la phase avant l'arrivée du coup, dans l'entreprise des collaborateurs. Et on se rend compte en fait, qu'il y a souvent pas mal de no-show. En tout cas, il y a pas mal d'entreprises qui constatent des no-show. Le chiffre qui a été analysé, c'est un candidat sur 5 qui ne se présente pas lors de son premier jour. Et donc ça, c'est typiquement un des sujets, le fait de digitaliser, en tout cas, le pré-boarding avec nos outils, a comme effet, en tout cas, de réduire justement ce cas de no-show. Alors nous, on l'illustre avec Bouygues Télécom, puisque c'est un de nos clients depuis plusieurs années maintenant, et c'était un de leurs enjeux, typiquement, c'était de pouvoir permettre aux collaborateurs d'avoir plein d'informations en amont d'intégration et de démarrer cette phase de fidélisation au plus tôt pour diminuer les no-shows. Merci Adrien. Et une fois que la phase de pré-boarding est terminée, donc à partir du premier jour en entreprise, quels sont les enjeux principaux? Alexandre, je te laisse la parole sur ce sujet. Je pense que effectivement la partie pré-boarding est très importante, puisque c'est vrai qu'il y a les salariés sont parfois recrutés 3 mois avant d'arriver, et quand ils arrivent, il faut s'assurer en fait que l'onboarding soit le plus indolore possible pour le collaborateur. C'est-à-dire que quand on rejoint une nouvelle organisation, il y a bien sûr de l'excitation, on est content d'arriver, mais il y a aussi une phase de stress qui est très importante, et réduire ce stress en accompagnant
du mieux possible le nouveau quand il arrive, c'est super important. C'est-à-dire, on a parlé d'informations tout à l'heure, s'assurer que en fait tout est présenté, parce qu'en fait tu peux avoir une information, mais t'as pas forcément les clés de lecture et de compréhension de toute cette information-là, et donc la transmettre de préférence avec un accueil humain vraiment dans l'onboarding du collaborateur, c'est très important. Bien sûr, il y a fournir tous les supports, etc., qui vont permettre de digérer ensuite l'information, et donc expliquer tout ça, expliquer au nouveau de manière en l'accompagnant de la manière la plus humaine possible, c'est vraiment important pour que son expérience soit la plus smooth possible, si je puis dire. Voilà. Carrément. Et Quentin, est-ce que tu peux nous parler aussi des enjeux de marque employeur autour de ce Ouais. passage du coup qu'est l'onboarding? Ouais, en fait, l'enjeu de l'onboarding et du pré-onboarding, pour moi, il est énorme. Là, je prends plutôt la casquette CEO. Déjà, c'est un coût de recruter un collaborateur entre peut-être qu'il y a une agence de recrutement qui est passée par là. Il y a un temps aussi, le disait Alexandre, il y a 3 mois. Il y a un temps du coup de formation également. Et puis, c'est difficile aujourd'hui de recruter des candidats. Ça prend, encore une fois, ça prend du temps. Donc, c'est assez global en termes de coûts. Et puis aussi, en termes d'image pour l'entreprise, voilà, comme on le sait, comme on le voit aujourd'hui, c'est hyper important d'onboarder et donc de pré-onboarder correctement un collaborateur, parce que l'image et la marque employeur vont en pâtir ou en bénéficier ensuite. Parce qu'on le voit très bien, des sociétés justement qui ont un super process d'onboarding, elles sont félicitées pour ça, sur les réseaux sociaux notamment. Par contre, ouais, en revanche, les sociétés qui font pas les efforts ou qui le font vraiment de la mauvaise manière, elles en pâtissent, et notamment sur les réseaux. Donc c'est un gros enjeu pour les RH, mais aussi pour l'ensemble de la direction, ce point-là. Complètement, je te rejoins, Quentin, là-dessus. C'est vrai que ce côté marque employeur est clé finalement pour les entreprises aujourd'hui. Typiquement, quand on va communiquer en tant que candidat sur des Glassdoor, sur LinkedIn ou autre, on a un chiffre qu'on aime bien partager souvent chez Workello, qui vient de l'Institut Gallup, qui est un institut qui fait pas mal de sondages. Et en fait, ils ont mesuré que quasiment 88% des collaborateurs n'étaient pas satisfaits de l'expérience qu'ils vivaient à leur arrivée. Donc ça veut dire qu'en grande majorité, finalement, aujourd'hui, les entreprises ont encore un peu de mal à offrir la meilleure expérience possible et adresser l'enjeu de la bonne manière, quoi. Et Ouais, vas-y. ouais, et si je peux ajouter que sur le partage des avis, notamment sur Glassdoor, qui sont très suivis, hein, côté RH, on fait très attention à ça. On se rend bien compte que un collaborateur qui vit une mauvaise expérience a beaucoup plus de chances, hein, d'aller la partager sur les réseaux ou sur Glassdoor qu'un collaborateur qui a eu une phase d'onboarding qui est bien, donc normale. C'est encore mieux si on arrive à lui faire spontanément partager un avis positif. Mais il y a vraiment ça à garder en tête. C'est-à-dire quand c'est négatif, on va vite mettre son avis, quoi. On a tendance à avoir envie de communiquer beaucoup dessus, ouais. Tout à fait. Et moi, je suis toujours surpris, mais positivement, par les personnes justement qui mettent une petite photo de leur pack d'onboarding, le déroulé de leur onboarding et le pourquoi ils sont contents de cet onboarding. Et ça au contraire de cet impact négatif sur Glassdoor, ça a un très très fort impact pour d'autres candidats, hein, ces postes-là. Carrément. Et effectivement, ceux qui sont pas satisfaits de leur onboarding, le risque, c'est qu'ils démissionnent pendant la période d'essai, ou en tout cas très rapidement. Donc voilà, ce qui représente un coût significatif pour l'entreprise, comme tu le disais, Quentin. Donc voilà, les enjeux sont forts pour la marque employeur. Et il y a pas mal d'étapes pour qu'un onboarding soit bien réussi. Donc ça peut paraître complexe, mais en fait, on peut assez facilement gagner du temps grâce à l'automatisation sur la partie administrative, sur la partie matérielle, sur les tâches répétitives, etc. Donc on va rentrer dans ce sujet-là, et notamment sur l'automatisation de l'administratif. Adrien, quelles sont les bonnes pratiques que tu recommandes pour fluidifier l'administratif? Pour moi, il y a plusieurs choses déjà dans le fait de fluidifier l'administratif. Bon, la première des pratiques, c'est déjà de se digitaliser.
On a aujourd'hui 3 outils dédiés sur ces différents sujets de l'onboarding sur le webinar. Nous, typiquement Workello, on va permettre de simplifier toute cette phase de collecte des informations administratives, on va permettre de générer des documents, des contrats et de les signer électroniquement. Derrière, il y a un point aussi important, c'est aussi le lien qu'il va y avoir entre les différents outils qui existent dans l'entreprise. On a par exemple des connecteurs, typiquement avec Lucas, par exemple, sur la partie SIRH, on va pouvoir déverser ces informations de manière automatique dans le SIRH. Tout ça, c'est des tâches finalement relativement à faible valeur ajoutée. On va éviter justement des doubles saisies qui feraient perdre du temps aux équipes et du coup de consacrer ce temps à d'autres valeurs, à plus forte valeur ajoutée. Et ensuite, donc au-delà de la partie administrative, il y a aussi toute une partie autour de la gestion de l'IT, du matériel. Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous recommandez? Ouais, d'abord, je vais revenir sur le pourquoi, en fait, parce que c'est vrai que l'IT, on peut se dire, c'est uniquement à l'IT de gérer et ça ne redescend pas sur les RH. En fait, si de plus en plus des tâches IT redescendent sur les RH, et puis il y a un énorme enjeu, puisque c'est assez compliqué de gérer un onboarding du point de vue de l'informatique, et c'est un des points essentiels, puisqu'un collaborateur doit avoir un matériel prêt le jour J pour être efficace dès son premier jour. Donc en fait, comment on anticipe un petit peu tout ça? C'est vrai qu'il faut compter une quinzaine de jours, mais si on ne le fait pas dès le jour J, on se retrouve avec pas d'ordi le jour J ou pas de compte Google, enfin de compte mail ou autre, compte SaaS créé. Donc pour anticiper, il faut commencer par la partie matérielle, puisque c'est là que va redescendre vont redescendre toutes les habilitations. Donc anticiper correctement les commandes de matériel. Souvent en plus dans les sociétés qu'on voit, les jeunes sociétés ou les sociétés, les PME, il n'y a pas de stock, donc il faut vraiment anticiper ce point-là. Parce qu'en plus, on peut avoir des fournisseurs qui sont en flux tendu. Exemple, le nouveau MacBook M3 qui va sortir, il faut savoir que Apple gère en flux tendu sa production, et donc ça peut être assez compliqué d'avoir du matériel très rapidement. Une fois on s'est assuré qu'on va avoir un matériel prêt quelques jours avant d'onboarder le collaborateur, bien entendu, il va falloir préconfigurer le matériel, l'environnement de travail et les licences, puisque aujourd'hui, on bosse quasiment tous avec une multitude de comptes SaaS, et donc de pouvoir créer l'ensemble des licences, ou en tout cas le package nécessaire à l'onboarding. Donc les comptes mail, tout ce qui va être l'environnement de travail Notion ou les drives, et puis les outils collaboratifs que peuvent être Slack, Teams, ce genre de choses. Et donc ça se fait vraiment étape par étape. Voilà. Ça marche. Et toi, Alexandre, chez Luca, comment vous capitalisez sur l'automatisation en tant que RH? Voilà, comment vous utilisez ça au quotidien? En fait, côté RH, on a vraiment beaucoup de déclarations à faire quand à l'arrivée des nouveaux. Je pense notamment à la DPAE. En fait, tous ces processus-là, ils prennent du temps. Alors, ça peut paraître anodin quand on onboard un collaborateur par mois, mais quand on a des promos de 40, 50 personnes, c'est une autre paire de manches. Donc, le fait d'automatiser ces choses-là, donc comme le disait tout à l'heure, comme le disait Adrien tout à l'heure, en fait, ça te permet déjà d'avoir une donnée qui est propre. Il n'y a pas de ressaisie en fait qui est faite, et du coup, t'évites de faire des erreurs qui peuvent te coûter cher. On parle des déclarations à l'URSSAF, donc ça peut vite coûter cher. Et en plus, voilà, ça permet de pas passer son temps en fait à l'arrivée du nouveau, des nouveaux, du coup d'un groupe de nouveaux, de devoir perdre. Ça prend peut-être 1 minute 30 à faire ou 2 minutes, mais multiplié par 50, c'est beaucoup de temps perdu, et beaucoup de temps perdu qui finalement est consacré à une tâche à faible valeur ajoutée qui détourne de l'essentiel, c'est-à-dire l'expérience collaborateur. Donc avoir en fait un logiciel, un CRH qui te permet en fait de récupérer toutes ces informations au préalable, s'assurer qu'elles sont bonnes, et qui te fait les déclarations automatiquement, par exemple je pense à la DPAE, ça te fait gagner un temps fou que tu peux réinvestir en fait dans l'accompagnement des collabs.
Carrément. Et donc, je pense aussi sur la partie à la fois, comment dire, arrivée d'un groupe de recrues et sur la partie administrative, souvent les profils d'alternants, ça génère aussi pas mal de Ouais. complexité administrative avant de les accueillir. Ouais. Adrien, peut-être, est-ce que tu veux dire un mot à ce sujet? Oui, bien sûr. C'est vrai que, en fait, quand on va accueillir un alternant, il y a souvent les mêmes démarches à faire. C'est des volumes importants d'alternants qui arrivent souvent dans les entreprises et au même moment. On va pas se le cacher, c'est toujours janvier ou septembre, hein, l'arrivée des alternants. Donc, les équipes RH sont souvent très sollicitées sur ces moments-là. Et donc, il est important de les aider aussi à se décharger avec typiquement des systèmes de relance automatisés. Par exemple, côté Workello, on va permettre de générer le CERFA automatiquement, de l'envoyer en signature et puis éventuellement de déverser aussi vers les OPCO si l'entreprise souhaite aller jusque-là. Donc tous ces points en fait qui permettent aux équipes RH après de gagner du temps. Par exemple, on a le cas d'EDF, DFSA qui est un des plus gros recruteurs d'alternants en France, c'est 2 à 3 000 recrutements onboarding d'alternants par an. Ils économisent 91% de temps sur ce sujet grâce à ces étapes qu'on a pu automatiser ensemble. Donc c'est pas négligeable. Carrément. Donc on voit effectivement que ces démarches d'automatisation permettent de gagner du temps, de faire gagner du temps beaucoup donc aux RH, mais il n'y a pas que les RH qui sont impliqués dans les processus d'intégration. Un bon onboarding, c'est un travail d'équipe. Alors comment on arrive à impliquer efficacement toutes les parties prenantes de l'onboarding? Et on va voir que sur cet aspect-là aussi, l'automatisation est utile pour bien y arriver. Alors déjà, je vous propose de revenir un petit peu sur les différentes parties prenantes de l'onboarding. Alexandre, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il y a plein de personnes qui sont impliquées dans l'arrivée d'un nouveau. Il y a bien sûr la partie RH, la partie IT, la finance, mais il y a aussi tous les interlocuteurs des autres business units qui gèrent leurs propres outils, par exemple, leur propre base de connaissances. Et quand on commence à croître, ça commence à devenir difficile de mettre dans la boucle au cas par cas des personnes pour l'arrivée d'un nouveau. Donc automatiser en fait des rappels ou automatiser en fait une liste de tâches qui te permet en fait de prévenir les bonnes personnes au bon moment pour le bon profil. C'est super important. Il y a aussi un interlocuteur qui est très important, ça va être le manager. Le manager, c'est peut-être la personne la plus importante dans l'arrivée du nouveau, dans l'onboarding du nouveau. Le manager, il faut garder en tête qu'il n'est pas forcément habitué à accueillir des nouveaux collaborateurs tous les jours. Par exemple, un RH ou quelqu'un qui travaille dans l'IT va faire ça toutes les semaines. Le manager, il a besoin de plus d'accompagnement et avoir des tâches automatiques qui permettent de guider en fait sur comment préparer son onboarding. Ça permet de lâcher un petit peu de charge mentale, ça le rassure et ça l'implique vraiment dans son rôle qui est central. Complètement, je te rejoins Alexandre, c'est vrai qu'on a souvent tendance à réduire un petit peu le sujet de l'onboarding à un sujet RH, alors que c'est un sujet qui concerne finalement plein de parties prenantes et surtout le manager qui a besoin de la recrue finalement d'un point de vue opérationnel. Et comme on l'a vu au début dans les enjeux, le risque derrière c'est que la recrue parte et le premier qui en est impacté, c'est aussi le manager qui n'a pas d'équipe finalement pour gérer le besoin, quoi. Et alors Adrien, quels seraient tes conseils du coup pour impliquer efficacement toutes les parties prenantes, dont le manager? Alors pas mal de conseils, pas mal de bonnes pratiques. Le premier point, c'est permettre de coordonner un petit peu toutes les parties prenantes à travers, comme le disait Alexandre, des systèmes de tâches, de rappels automatisés. Bien s'assurer que les managers ont une bonne vision de quoi faire aussi, parce que les managers ne sont pas toujours au courant de quoi faire dans la gestion de l'intégration, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Donc typiquement, mettre en place un guide manager, ça va les aider aussi à avoir une vision très rapide de, par exemple, envoyer un SMS avant le premier jour, passer un petit coup de fil pour s'assurer que la personne a bien en tête l'adresse des locaux, le premier jour, etc. Et puis aussi, un des points importants, alors nous, on a beaucoup de clients chez Workello qui sont dans des contextes de recrutement de population du terrain, secteur de l'industrie, de la construction, de l'immobilier. Et on se rend compte que le fait de pouvoir aussi avoir des accès sur le mobile, ça va aussi aider à ces managers qui n'ont pas forcément
envie d'avoir des outils en plus, à être relancés, rappelés, et ça avec leur support du quotidien. Carrément. Et ensuite, je vous propose aussi, notamment toi, Quentin, de faire un petit focus sur le rôle, du coup, qui est assez spécifique de l'IT, autour duquel il y a des enjeux, notamment de sécurité. Est-ce que tu peux nous en Ouais. dire un peu plus? Ouais, et je reviens juste aussi un petit peu avant sur dans les enjeux. Attention, hein, c'est pas que des collaborateurs qui vont être en CD, qui sont ou autres qui vont être hyper importants dans l'onboarding et pré-onboarding. Stagiaire aussi, c'est pareil, parce que un stagiaire qu'on ne va pas recruter ou qui va finalement faire un no-show, c'est une période de 6 mois qu'on loupe, et donc pour le manager, il y a un enjeu qui est énorme. Si le manager n'a pas son stagiaire pendant les 6 mois, il va devoir compenser jusqu'à retrouver un stagiaire après finalement cette phase de 6 mois, puisque on sait très bien qu'il y a des moments où on ne peut plus recruter ce genre de personnes. Donc si je reviens sur nous, le cas Alan, en fait on accompagne Alan pour vous donner un petit peu de contexte, on accompagne Alan sur l'automatisation des tâches d'onboarding IT, c'est-à-dire de la partie commande du matériel. Donc les nouveaux employés vont pouvoir choisir du matériel sur la plateforme dans un catalogue interne. Donc ça donne une image et une image forte de la marque employeur. On appelle ça l'employee choice. Et donc ça s'anticipe bien entendu bien avant l'onboarding du collaborateur. Et puis donc il y a un enjeu d'automatisation de cette information, parce que bien évidemment les IT doivent avoir cette information du matériel qui a été choisi. Le fournisseur du matériel doit être impliqué également dans cette boucle-là pour savoir, OK, quel est le matériel qui a été choisi, à quel moment je dois l'envoyer et où je dois l'envoyer, parce que quand on parle de remote, il faut savoir où est-ce qu'on envoie le matériel. Et puis, comment je dois configurer ce matériel, puisque dans une boîte comme Alan, mais comme dans d'autres aussi, chez Lucas c'est pareil, il y a un enjeu de sécurité de la donnée qui est assez fort. Et donc, on doit enrôler le matériel sur des systèmes qu'on appelle MDM pour finalement monitorer le device, en tout cas l'inventorier, et puis le préparer à distance. Et gérer tout ce qui va être les politiques de mot de passe, c'est de plus en plus important. Et c'est des enjeux en fait qui redescendent encore une fois aussi sur les IT, mais aussi sur les RH, parce qu'un collaborateur doit avoir un matériel et un profil qui est compliant, parce qu'il y a sur l'enjeu de sécurité, on peut en fait perdre des clients si les devices des collaborateurs ne sont pas compliant en termes de sécurité. Donc c'est important que dès le départ, ce soit bien fait, et que également on puisse onboarder le collaborateur et lui faire comprendre l'enjeu de cet aspect-là. Et puis, on parle aussi de la partie financière, puisque pendant longtemps, ça a été compliqué de passer des commandes, de passer des commandes de matériel et d'avoir un flux linéaire entre commandes, factures et bons de livraison. Et donc, automatiser ça pour la finance, c'est assez important, comme aussi après tout ce qui va être les flux comptables pour l'amortissement des immobilisations. Et effectivement, il y a d'autant plus d'enjeux et potentiellement de complexité quand on doit se coordonner avec des prestataires externes, etc. Donc c'est vrai que avoir les bonnes plateformes, les bons outils pour automatiser et coordonner toutes ces personnes-là, à la fois internes et externes, c'est effectivement d'autant plus important. Et il y a un enjeu aussi, comme tu le disais, de connecter les outils, parce que là, on a aujourd'hui Luca, Workelo, Resilient. C'est des outils qui se connectent et qui permettent de faire redescendre de l'information sur chaque plateforme sans avoir à les recopier, ce qui est souvent assez chiant, si je peux me permettre. Oui. Tout à fait. Donc, on a vu différentes méthodes pour utiliser l'automatisation pour gagner du temps. C'est vraiment ça le bénéfice, la grande valeur ajoutée. Et gagner du temps, pourquoi? Ça permet de se concentrer sur l'essentiel lors d'un onboarding qui est quand même l'humain, l'expérience que va vivre la recrue. Donc, comment on met l'humain et l'expérience au centre de l'onboarding grâce au temps qu'on a gagné via des systèmes d'automatisation. Alors, chez Luca, Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous avez mis en place en termes d'expérience d'onboarding? Alors,
On en a parlé pendant tout le long du webinaire jusqu'ici. En fait, on a pu mettre en place beaucoup plus d'accompagnement direct humain avec les salariés, les nouveaux salariés en fait quand ils arrivent, grâce justement à cette automatisation. C'est-à-dire que moins de temps on passe à faire des tâches un petit peu répétitives qui nous prennent du temps mais qui sont nécessaires, plus on peut consacrer ce temps à l'arrivée des nouveaux. Et nous, chez Lucas, donc bon, il faut aussi savoir doser, c'est-à-dire garder un équilibre. Nous, on a fait le choix de prendre une demi-journée, pas une journée entière, parce que ça peut être un petit peu long pour les nouveaux. Et puis, c'est important qu'ils puissent rencontrer aussi les membres de leurs équipes, passer du temps avec leur manager. Et donc, nous, on a vraiment une demi-journée qui est sacralisée pour les nouveaux, côté Office Management, IT et RH, qu'on consacre vraiment à ce qu'ils, comment dire, leur premier pas dans l'entreprise soient les plus rassurants possibles et leur donne un maximum d'informations nécessaires au bon déroulement de leur premier jour et même des informations qui vont leur servir toute leur vie de Lucasien. D'ailleurs, on a le Notion qui centralise toutes ces informations, ça s'appelle ta vie de Lucasien, Lucasienne. Donc, c'est pour vous dire, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que tout a bien été reçu et tout a bien été compris. Parce que pouvoir lire des documents en asynchrone, c'est super. Par contre, il y a des éléments qui sont pas forcément très clairs pour tout le monde dès le début. Et ça permet en fait de répondre aux interrogations, de prendre du temps, d'accompagner, de démontrer des choses. Par exemple, présenter les différents outils qu'on utilise, comment on fait pour s'affilier à la mutuelle, etc., etc. Plutôt que de recevoir juste un document à remplir. Là, on peut accompagner, on peut aussi créer un lien avec les salariés, et ça permet dans la suite des interactions qu'on va avoir avec eux, ils nous connaissent. On n'est pas juste l'admin RH qui est derrière sur Slack ou par mail. On a vraiment un contact avec eux. Donc voilà, c'est super important. Et ça permet aussi de fournir de prendre le temps de préparer des beaux welcome kits. Hein. Ça peut paraître anodin, mais les attentions, plus vous ferez des petites attentions pour vos salariés, plus ils vous le rendront. Ils seront, les gens sont assez sensibles aux petites attentions qu'on fait pour eux, et nous, on est très heureux de le faire, et notamment grâce au temps qu'on économise, quoi. Et on a une question de Daniela qui demande des conseils sur le pré-boarding. Alors Alexandre, est-ce que peut-être tu peux nous donner quelques éléments que vous faites sur la phase de pré-boarding? Non, alors effectivement, alors nous les salariés, ils arrivent par. Alors Daniela, excuse-moi, je lisais une question, je lisais la dernière question. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'était quels sont vos conseils pour faire un bon pré-boarding? Les conseils pour un bon pré-boarding. Je dirais que déjà, il faut garder des points de contact avec le salarié. Adrien, il en parlait au début. On a du no-show. Il y a beaucoup de no-show en fait qui est lié à la période en fait entre le moment où le salarié va quitter son job précédent et son préavis. Il faut créer des points de contact qui peuvent être automatisés pour certains, ou du moins automatiser en tout cas les rappels qui sont liés à ces points de contact-là, parce que quand on commence à gérer de la masse de collaborateurs, on finit par faire des oublis. Donc créer des points de contact, ça peut être envoyer des documents, par exemple un welcome book, des choses comme ça, mais tout au fil du temps, en fait, de pas tout envoyer d'un coup, c'est-à-dire un petit peu répartir l'envoi de tous ces éléments-là, et aussi essayer de faire des points de contact qui sont plus personnalisés, où effectivement là on parlait d'envoyer un message quand on est le manager, prendre des nouvelles du nouveau pour s'assurer que il est toujours engagé, il a toujours envie de faire partie de l'aventure, quoi. Ouais. Et on a une petite question aussi sur ce que vous mettez dans le welcome kit chez Lucas. Alors on met plein de choses, on met des petits goodies, notamment des petites choses brandées Lucas qui sont utiles.
et plus ou moins utile. Je vais donner un exemple très concret. On a des chaussettes Lucas. Voilà. On adore les chaussettes Lucas. Et les salariés les adorent aussi. Enfin, les collaborateurs Lucas en fait adorent les chaussettes Lucas. Et si vous passez chez Lucas dans nos locaux, vous verrez que quelle que soit la période entre le moment où le salarié est arrivé, le nouveau est arrivé, et le moment où vous le voyez avec les chaussettes, en fait, il y en a toujours, tout le temps, qui portent ces chaussettes. C'est super important. Non, en soi, comme je disais, c'est vraiment des petites attentions qui font la différence. Quand bien sûr, on a une base qui est bien réalisée. Hein. Dire, il faut pas non plus partir du principe qu'on va offrir des goodies pour éviter d'accompagner le collaborateur. C'est un écueil à éviter. L'idée, c'est que ce soit un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Merci Alexandre. Maintenant, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe chez Resilience de votre côté? Ouais, alors sur la partie pré-boarding, nous, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est déterminant, bien entendu. Et en fait, la longueur de la phase de pré-onboarding, c'est ça qui est déterminant. Donc plus cette phase est grande et plus il va falloir faire attention. Parce que c'est vrai que si c'est 15 jours, a priori, on n'a pas eu de no-show nous, chez nous, ça peut arriver, mais il est moins fort. Donc beaucoup communiquer. Et nous, on met beaucoup d'emphase sur le mail de pré-onboarding, de présentation de la boîte, des valeurs, des choses un petit peu personnalisées qui peuvent permettre et qui permettent de se sentir à l'aise pour le futur collaborateur et intégré. Donc ça, c'est vraiment là où on met l'emphase. Et puis ensuite, sur la partie onboarding, nous, c'est plutôt sur une demi-journée sur la partie RH, admin, IT. On prend pas mal de temps là-dessus pour expliquer à l'oral ce qu'on a en fait décrit dans notre Notion, un petit peu comme vous le faites chez Luca. Il y a vraiment un manuel de l'onboarding qui est assez complet. Mais on explique quand même point par point ce qu'on veut faire passer euh, comme message. Moi, je prends aussi du temps pour rappeler tout ce qui va être notre mission, nos valeurs. C'est super important et c'est ça qui permet aussi aux salariés de comprendre dans quoi il a débarqué, dans quelle aventure. Et de se sentir impliqué, puisque généralement les valeurs correspondent aussi aux valeurs des salariés qu'on recrute, puisque c'est des points qu'on aborde pendant les entretiens. Et ensuite, dans l'onboarding, on a à cœur en fait de faire participer l'ensemble des salariés, quel que soit leur métier, à un process assez équivalent pour comprendre le process métier et pour comprendre le business de la boîte. Parce que c'est pas parce que tu es développeur que tu ne peux pas comprendre comment on va préparer un ordi ou comment font nos sales pour finalement pour discuter avec les prospects. Et donc il y a un parcours d'intégration pour comprendre tous les métiers de la boîte. Et ça, moi, je l'avais vécu dans ma précédente expérience chez Meilleurs Agents, de pouvoir passer un peu de temps avec tout le monde, tous les départements. Ça fait partie du process d'onboarding qui va durer 15 jours. Et pas forcément 15 jours avec des sales, mais un ou deux entretiens. Et ça permet de mieux comprendre ce que fait la boîte et de se sentir mieux intégré dans la structure. Et ensuite, c'est pas mal parce que ça permet un peu de briser la glace entre un nouveau et des personnes qui sont déjà anciennes dans la boîte et de commencer déjà à avoir des points de contact dans la boîte dans différents départements. Donc voilà ce qu'on fait. Et puis là, je fais un petit coucou à Guillaume qui est connecté avec nous, qui lui essaye de mettre en place des outils d'automatisation via de l'IA mettre à disposition un bot pour donner le maximum d'informations aux collaborateurs quand il arrive. Mais le message que j'aime bien faire passer, c'est l'IA, c'est cool, mais si tu n'as pas l'humain derrière et quelqu'un qui va te donner envie d'être dans cette boîte, ça va être difficile d'avoir un collaborateur engagé. Donc c'est vraiment les deux qui sont importants.
Ça, c'est sûr et c'est en tout cas un vrai process de socialisation. Donc effectivement, faire Mmh. des sortes de vie ma vie avec les autres collègues des autres départements, c'est important aussi. Et on a Charlotte dans le chat qui nous dit que, dans son entreprise, il y a aussi un système de parrain, marraine, donc ce qui fait une bonne transition, pour Adrien, pour nous parler, de comment se passe l'intégration chez Bell. Oui, complètement. Moi, je ne vais pas vous parler du process d'onboarding de Workello. Je trouvais pertinent de pouvoir vous parler plutôt d'un de nos clients, qui est le groupe Bell. Alors, si les gens de l'audience ne connaissent pas le groupe Bell, une entreprise de l'industrie agroalimentaire qui fait notamment des marques comme la vache qui rit, Babybel, qu'on connaît souvent. Ce qui est intéressant chez Bell, c'est que, en fait, de leur côté, ils avaient de vrais enjeux de gagner du temps dans la gestion d'intégration. Donc, grâce à la solution, ils ont pu, en tout cas, automatiser toute la mise en place du parcours d'intégration de leur côté. Ils avaient aussi des enjeux d'engagement des nouvelles recrues, et notamment sur le pré-boarding. Donc ça va permettre de compléter aussi les conseils de Quentin et d'Alexandre. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on va recommander, c'est typiquement de pouvoir commencer à cadencer des contenus, des vidéos de l'entreprise, donner accès à un livret d'accueil qui va être digitalisé. Et tout ça, ça va participer en fait à communiquer sur la culture d'entreprise et développer le sentiment d'appartenance justement à l'entreprise auprès des recrues. On n'y pense pas toujours, mais le pré-boarding, c'est aussi l'occasion de communiquer sur les valeurs de l'entreprise, la mission qui portent les salariés et par exemple partager des témoignages de collaborateurs, montrer un petit peu le quotidien dans l'entreprise de ce que font les différentes équipes, les différents métiers directement. Après, un des grands axes d'engagement aussi, c'est le ludique, ce qu'on appelle aussi la gamification chez Workello. Donc c'est permettre de donner accès à plein de choses qui vont créer une expérience sympa, ludique au quotidien, avec des quiz par exemple, ou des moments de célébration qu'on va célébrer. Le premier jour, la période d'essai qui a été validée, c'est des phases importantes entre recrues et RH qui est important de bien coordonner au mieux. Et puis, un dernier point aussi important là-dessus, c'est la personnalisation de l'expérience. Parce que c'est vrai que d'avoir un parcours qui est systématisé, harmonisé, c'est déjà bien, mais on peut aller aussi un cran plus loin en apportant une expérience personnalisée, par exemple par pays ou par type de population qui sont intégrés. Quand on va recruter des cols bleus, des ouvriers, des techniciens de maintenance, on ne va pas avoir peut-être les mêmes attentes côté collaborateurs que quand on va recruter des cadres de l'autre côté, ou des profils qui vont être en bureau. Et donc, c'est typiquement ces contextes aussi de personnalisation qui sont importants aussi à prendre en compte dans la construction de ces parcours d'intégration. Et du coup, pour terminer, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, mais le plus important, c'est aussi de pouvoir connecter tous les outils internes dans l'entreprise. Donc, chacun des outils ici se connecte aux outils des clients en général. En tout cas, Workello a vocation aussi d'être un petit peu l'outil qui va permettre de gérer, on va dire, l'ensemble du parcours d'onboarding et de coordonner après les différents sujets vers les différents outils. Donc, ça va être par exemple l'outil ATS où dès que le candidat est validé dans l'outil de recrutement, permettre de déverser toutes les informations de nouveaux arrivants dans Workello et de déclencher les parcours d'intégration. On en a parlé tout à l'heure, mais quand on va collecter toute la matière administrative, les documents, générer les contrats, les signer, déverser tout ça aussi dans l'outil de paye ou Core RH. On va aussi avoir souvent les outils de formation qui vont rentrer aussi en ligne de mire, parce que plein d'entreprises ont mis en place des outils d'LMS qui sont complémentaires aussi à tous ces sujets-là pour la formation des collaborateurs. Et la formation, c'est une des étapes de l'onboarding, donc c'est aussi faire le lien vers différents outils qui peuvent exister. Et tout ça, ça permet d'une part d'éviter des doubles saisies, mais ça aussi permet de montrer aux collaborateurs quels vont être ces outils du quotidien. Ça peut être vers Notion, par exemple, si Notion est un outil qui va être utilisé dans l'entreprise, ça peut être vers Payfit, plutôt pour les startups et les PME, pour découvrir quel va être l'outil pour déposer ses congés, découvrir son bulletin de salaire. C'est tout ça qui va aider les entreprises à mieux comprendre ces sujets. Merci Adrien. On approche de la fin du webinaire. Donc pour conclure, vous le savez tous, l'onboarding est un enjeu de taille pour la marque employeur. Un sujet qui peut paraître complexe, mais qui peut devenir simple si on s'équipe des bons outils pour automatiser ce qui peut l'être. Ça permet de gagner du temps et de se consacrer à l'expérience, à l'humain,
personnaliser les parcours, offrir des contenus riches. On avait aussi un exemple dans le chat d'entreprises qui proposent des contenus sur où est-ce qu'on peut aller déjeuner, etc., les spécificités régionales sur le travail, etc. Donc voilà, c'est comme le disait Alexandre, tous ces petits plus, ces petites attentions qui font la différence au quotidien pour les recrues, pour bien les accueillir et aussi bien les retenir et les fidéliser. Alors, je vous invite à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. On avait déjà une première question de Charlotte. Y a-t-il quelque chose de prévu sur le syndrome de l'imposteur, qui est visiblement une problématique anxiogène et qui paralyse pas mal de collaborateurs dans leur prise de fonction? Alors, je ne sais pas si toi, peut-être, Alexandre, tu as été confronté à ça avec les recrues que tu as eu l'occasion d'intégrer chez Luca. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, notamment chez les populations tech. Côté développeur, ça arrive assez souvent d'avoir le syndrome de l'imposteur. Moi, j'y répondrais comme ça. En fait, je dirais que le meilleur moyen de permettre à quelqu'un d'être conscient de ses capacités, c'est de mettre en place avec lui, dès son arrivée, des objectifs clairs, les plus clairs possibles, et lui donner les moyens de l'atteindre. En fait, je pense que réaliser des objectifs qui sont bien compris, qui sont bien clarifiés, ça permet à quelqu'un qui doute de ses capacités de se rendre compte qu'en fait, il a coupé du bois et qu'il a réussi à atteindre les choses qu'on lui demandait. Donc, je pense que la définition des objectifs à l'arrivée du collaborateur, en l'accompagnant bien sûr, ça permet de lever un peu ses doutes. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, super, nickel. Moi, je dirais aussi, si je peux me permettre, qu'il y a un enjeu de déceler ça, mais pas souvent par le manager, de comprendre dans quelle zone de confiance se sent la personne qui manage. Et donc, c'est des points d'attention qui font donner aux managers, surtout les managers qui n'ont pas l'habitude de manager d'autres personnes, de tout de suite leur dire, bah voilà, quels sont les points d'attention que tu dois regarder, et ensuite de l'accompagner le manager sur comment on peut mettre le salarié dans une zone de confiance. Donc, comme tu disais, Alexandre, mettre en place des objectifs. Puis après, c'est aussi dans les discussions qu'on peut avoir avec la personne sur comment essayer de soulever et de balayer en fait ce syndrome de l'imposteur. Ça passe par l'humain, hein. Là, c'est vrai que l'automatisation, elle ne va pas servir, je pense, à grand chose là-dedans. On a ensuite une question de Margot. Quel outil vous utilisez pour la formation lors de l'onboarding? Alors, il y a plein d'outils qui existent sur la partie formation, notamment. Après, je sais que nous, Workello, on permet, alors je ne sais pas quel est le cas pour Lucas et Resilient, on permet en tout cas de cadencer pas mal de contenu e-learning tout au long de l'intégration. Si les entreprises n'ont pas en tout cas en place des outils de formation pour gérer la montée en compétences des recrues à l'arrivée, mais il existe aussi des outils de formation en place. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui existent sur le marché, notamment 360 Learning, qui est notamment un de nos partenaires connectés chez plusieurs clients, qui va aider à centraliser un petit peu toutes les informations et formations à partager à tous les collaborateurs. Tout ça avec un accès aussi plutôt adapté aux entreprises qui recrutent les populations du terrain également. Ouais, Oui, je suis assez d'accord avec toi. Nous sur l'outil de la gestion de la formation en général, nous on a un NoSoft qui gère la formation, mais sinon pour l'arrivée du nouveau, notamment au niveau de l'onboarding, en fait il y a un écueil, je pense, qui à éviter, c'est beaucoup d'informations qui arrivent, beaucoup de meetings en fait qui se multiplient sur les 2-3 premières semaines du nouveau, et qui se mélangent entre formation métier, formation transverse, etc. Donc ne pas hésiter non plus
ne pas hésiter non plus à essayer de faire de l'asynchrone, notamment grâce à des outils comme 360 Learning. Alors, je sais que certains sont réticents à faire ça parce qu'il y a une perte effectivement de contact humain. Il y a des 360 Learning, ça va vous permettre de mettre en place des formations vidéo, par exemple, des parcours comme ça de formation. Mais je pense que ça permet en fait de garder le contact humain là où il est nécessaire. Parce que trop de meetings dès l'arrivée du nouveau, ça le sature. Et non seulement l'information elle n'est pas digérée, mais en plus ça pèse beaucoup sur l'énergie de la personne. On parle pas mal aujourd'hui de blended learning, ça fait tout à fait bien ce que tu C'est disais. C'est en gros à la fois pousser des éléments de formation présentielle et des formations en digital. Par exemple, nous sur Workello, on va permettre d'organiser automatiquement les événements un peu récurrents de l'intégration. Donc la formation, je sais pas moi, sur Salesforce le premier jour, avec le lendemain un quiz qui va valider les acquis de tout ce qui a été partagé pendant la formation. Du coup, la formation en physique permet d'avoir un formateur qui va donner plein d'informations en plus, qui va peut-être captiver un peu mieux l'attention de l'auditoire. Et le digital va permettre de valider des acquis derrière de manière un petit peu plus ludique que peut-être un petit peu en amont quand on avait des fiches à remplir avec des questions qui étaient peut-être un peu moins engageantes, on va dire, par rapport à ce qui se fait maintenant aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour vos interactions et surtout un grand merci à nos 3 invités, Alexandre, Quentin et Adrien. Le replay du webinaire vous sera donc envoyé par mail là très prochainement. Alors, attendez, je vois qu'on a quand même des messages dans le chat. Non, c'est bon, ok. Toutes les questions ont été répondues. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.